Soyez les bienvenus. Donc, Sylvain Humeau est le président du GARF, le groupement des acteurs et responsables de la formation. Et Laurence Rick, qui est à ses côtés, la vice-présidente de l'Université de Franche-Comté. Je salue les Bisontins qui sont là, j'en ai vu quelques-uns. Voilà. Je salue aussi les gens de Saint-Nazaire, parce que les gens de Saint-Nazaire étaient les premiers dans la salle, donc ils m'ont dit qu'il fallait faire une mention particulière à ceux qui arrivaient à l'heure. Voilà, c'est fait, je referme la parenthèse. Donc, vice-présidente de l'Université de Franche-Comté, en charge de la formation tout au long de la vie et des relations avec le monde socio-économique. Et vous êtes également vice-présidente du réseau Formation Continue Universitaire. Je n'ai rien oublié ? Non. Très bien. Alors, on va parler dans cette première table ronde ou cette première séquence des fameux blocs de compétences qui, par le passé, nous avaient fort occupés quand j'étais plus jeune et que nous avions commencé les travaux que j'avais commencé avec vous, avec un autre intervenant. Mais d'abord, je précise à la salle qu'il ne s'agit pas simplement de vous laisser la parole pendant 1 heure ou plus, mais qu'évidemment, l'objectif, c'est de mettre en interaction la salle avec des questions, des réponses, des témoignages, des points de vue. Donc à tout moment, si vous avez évidemment envie de participer à ce débat, à cette discussion, vous n'hésitez pas, vous me faites savoir et puis j'arriverai avec mon micro sans fil pour recueillir vos propos. On va commencer peut-être par vous, Sylvain Humeau. Peut-être que c'est vous qui êtes le moins connu, entre guillemets, ce GARF. En quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, sur cet acronyme, un de plus, qui me rappelle moi, ça me rappelle un chien un peu particulier qui venait de l'espace. Mais bon... C'est ARF. Ouais. Oui, on ne me l'avait pas faite, celle-ci. Non, mais bon, ça ne me manquait pas, notez bien. Mais, c'est ce qu'on me dit souvent. Voilà. Je ne manque à personne. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, GARF, c'est pas toujours joli à prononcer en bouche. Je suis d'accord. Donc, alors, le GARF, en fait, c'est une association qui a 65 ans d'existence. Alors, effectivement, c'est pas une jeune première. On a un petit peu de bouteille. Et en fait, le A, qui est aujourd'hui est acteur, avant c'était animateur, donc il y avait effectivement cette notion de formateur dans l'association. Alors le GARF, effectivement, c'est 65 années, donc est composé aujourd'hui de à peu près 500 adhérents qui sont répartis sur toute la France, tout le territoire. Donc on a un groupe d'ailleurs, effectivement, et c'est comme ça que j'ai fait, et j'en profite pour remercier Xavier qui a pensé à m'inviter à votre colloque annuel. Donc effectivement, et on se connaît avec Xavier via le groupe de Midi-Pyrénées, donc qui est sur Toulouse. Effectivement, on a un groupe très actif. D'Occitanie aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais on l'appelle toujours groupe Midi-Pyrénées. Nous, c'est vrai que c'est peut-être parce que, bon, on va peut-être changer le nom. Pour l'instant, il s'appelle toujours groupe Midi-Pyrénées. Bien. Donc, on a 18 groupes au GARF, plus 2 commissions thématiques. On a une commission juridique et une commission digitale. Mais bon, dans la formation, je pense que c'est pas un scoop d'aborder ces 2 thématiques qui sont bien sûr majeures. On a 7 groupes sur Paris et puis après des groupes sur les différentes régions. J'avais voulu inviter la présidente du groupe de Strasbourg, mais malheureusement, elle n'a pas pu se libérer. Donc ça aurait été sympathique aussi d'avoir une locale, une présidente représentative de la région. Donc voilà, alors le GARF, c'est 75% de sa formation d'entreprise. Alors, c'est vrai, on a quelques adhérents de moins de 300 salariés, mais c'est quand même assez rare. La fonction formation est quand même peu développée dans les petites et moyennes entreprises. On a quand même essentiellement des grandes entreprises. Et puis, les 25 autres % d'adhérents, ce sont les autres acteurs. Donc, on peut avoir des universitaires. On n'a pas des gens de l'IUT. Si, on en a quelques-uns, effectivement, sur certaines régions. Tout à fait. On a effectivement après d'autres acteurs. On parlait des OPCO, donc on a des partenariats avec les OPCO. On a un partenariat avec la FCU, avec le CNAM, avec la FFP, la Fédération de la formation professionnelle. Voilà encore d'autres acronymes. Je note. Voilà. Mais par contre, moi, je les explique. Donc, c'est bien. Parce que par contre, moi, j'ai un peu plané sur certains acronymes des IUT. Donc il faudra que Xavier me fasse un petit lexique en fin de journée. Ça fera partie du cadre du partenariat que nous aurons bientôt. Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Donc voilà, 75% entreprises, 25% autres, avec des organismes de formation. Le GARF, c'est quoi? Ça sert à quoi surtout? C'est tout simple, hein. Quand vous êtes dans la formation et vous allez parler effectivement de notre belle loi du 5 septembre 2018, qui succède à une autre loi, enfin bref, à tous les mandats présidentiels, nous avons le droit à une nouvelle loi qui nous remet un grand coup de pied dans la fourmilière. Et qui nous impose à une gymnastique. On remarque comme ça, en conduite de changement, on est prêt, puisqu'on a l'habitude, on enchaîne réforme sur réforme. Donc, à quoi ça sert le GARF? Je reviens un peu au début de mes propos. Le GARF, c'est tout simplement de partager ensemble, d'échanger avec nos pairs sur les thématiques du moment. Bon, là, entre autres la réforme, bien entendu, mais d'autres thématiques. Parce que, effectivement, quand on est spécialiste dans une entreprise, souvent on se sent seul. Ça va peut-être vous étonner, mais le DRH, à part quelques DRH qui ont la fibre formation très développée, mais les DRH ont, de façon générale, abandonné le sujet de la formation en disant c'est quelque chose de spécialiste, je te le laisse à toi. Alors, voilà. Et donc on se sent quand même souvent seul dans des fonctions de responsable formation. Et donc effectivement, le GARF, c'est vraiment un endroit neutre, sans consonance business. On n'est pas là pour faire du business. Donc ça, c'est quelque chose en termes d'éthique qui est très fort chez nous. Et c'est là où on va partager, où on va travailler. C'est une association loi 1901. Donc nous sommes tous bénévoles. Il y a aujourd'hui, même on n'a pas une permanente, on a effectivement juste une personne qui nous gère l'administratif, mais qui est sous contrat. Tous les autres adhérents, tous les adhérents d'ailleurs, sont tous bénévoles. Donc on s'investit dans le fonctionnement du GARF et nous choisissons en fin d'année, généralement au mois de décembre, les thématiques de l'année à venir. Donc alors en fonction des lieux, sur Paris, souvent on se rencontre une fois par mois, c'est une demi-journée. Sur les régions, comme effectivement notre périmètre géographique est un peu plus large, on planifie plutôt une journée entière, entre 2 ou 3 mois à peu près, ça dépend du fonctionnement du groupe, une grande autonomie. Et puis, comme je vous le disais, comme nous sommes tous bénévoles, eh bien, quand on a défini les thématiques de nos réunions, eh bien, c'est nous-mêmes qui recherchons les intervenants, qui recherchons les salles et qui faisons toute l'organisation. Voilà, donc en gros, le GARF, notre état d'esprit, notre fonctionnement, les sujets très très diversifiés. On essaye aussi de temps en temps de s'écarter un petit peu du pur formation et d'aller sur du multiculturel ou sur d'autres thématiques. Et puis aussi, nous visitons des entreprises, on en profite souvent de se faire héberger dans des entreprises ou autres acteurs, hein, pas que des entreprises. Hein, et puis, comme ça, en plus de notre thématique, de notre sujet du moment, eh bien, on fait la connaissance du service formation, du fonctionnement de notre hôte. Voilà. Donc c'est vraiment dans un souci d'ouverture, de partage et avec un état d'esprit très simple. Voilà. Donc on est entre nous, on est entre pairs. Merci. Voilà, j'ai pas été trop long. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Merci Sylvain Humeau donc, pour la présentation du GARF, donc le GARF. Tout le monde sait maintenant ce que c'est. Et vous le dites aussi peut-être trop timidement, c'est un mouvement, enfin c'est une association sans but lucratif. Hein, on ne fait pas de business, oui. Vous êtes là pour échanger. Oui, on oublie sa casquette de formateur. Voilà, on est là pour échanger sur les problématiques entre spécialistes dont vous parliez qui se sentent parfois un peu esselé, mais il faut dire aussi que quand on maîtrise tellement bien les acronymes, on n'a pas envie de les partager. Donc c'est pour ça peut-être que la solitude pointe le bout de son nez. Laurence Ric, un petit mot peut-être aussi sur les missions de ce réseau que vous représentez, donc la formation continue universitaire. Oui, donc le réseau formation continue universitaire, FCU, donc un petit acronyme, c'est une association des directeurs de formation continue des établissements qui regroupe actuellement plus de 90 adhérents sur l'ensemble des universités françaises, enfin métropolitaines. Ils sont adhérentes. Ce réseau, donc, c'est une loi associatif, comme le GARF. Donc l'objet du réseau, eh bien, c'est de représenter l'intérêt de ses adhérents, déjà, l'intérêt et pour ça, c'est le développement, ce qui nous anime, c'est la formation continue à l'université, formation continue et alternance aussi, en fonction des périmètres et des organisations des établissements. Donc on représente les intérêts de nos adhérents.
On promeut les activités. On assure une veille juridique et d'information sur la formation professionnelle continue. Et en ce moment, on est sur le pont depuis déjà quelques temps. Ça permet également des échanges d'expériences pédagogiques, de gestion, parce qu'il y a beaucoup de gestion dans le domaine de la formation professionnelle, de relations avec les partenaires, comme avec le GARF, l'APEC. On approfondit également certains thèmes afin de faire émerger des expérimentations et des innovations. On accompagne également les services en montée en compétences, les services formation continue, puisque le sujet devient de plus en plus technique, et donc on a un plan de formation interne pour les adhérents. Et également, un point qui a été développé depuis 2014-2015 avec le décret qualité, on accompagne à la certification de service FCU pour répondre aux critères qualité dans le domaine de la formation professionnelle du décret 2015. Donc depuis avant-hier, je crois, le nouveau décret est sorti. Donc nous allons poursuivre ce travail en ce sens, depuis le 8 juin. Et puis le rôle d'un réseau, comme l'ADUT, nous nous rencontrons régulièrement sur différents thèmes, des séminaires, des colloques. Et voilà, on a eu une journée sur l'alternance, on a une journée prévue avec le GARF en septembre, différentes journées pour animer le sujet. Voilà pour... alors peut-être juste quelques chiffres au niveau de la formation continue, l'activité formation continue dans les universités. Elle représente sur le territoire national 3,5% après les chiffres, 3,5% en termes de chiffre d'affaires, ce qui est très peu. Et par contre, elle est le deuxième opérateur en termes de nombre d'heures dispensées. Donc autrement dit, moi je ne suis pas très bon en mathématiques, j'ai eu 5 oui. pour le bac. Vous en faites beaucoup, longues, que ne vous vendez pas cher. Voilà. C'est ça. Non, mais moi je suis là pour dire les choses cash, c'est ça. Voilà. En quelque sorte, c'est ça, c'est nos diplômes, nos formations sont longues par rapport aux formations dispensées dans le cadre de la formation professionnelle. Voilà, longue et diplômante. Enfin, c'est notre marque qui conduit à ce résultat. Merci donc pour cette présentation à tous les deux. Xavier Darente, puisque c'est vous qui avez endossé le costume donc au nom de l'ADUT, faisons un point déjà, puisqu'on parle des blocs de compétences. C'est un des thèmes de cette séquence. Depuis le temps qu'on y travaille, que les IUT y travaillent, est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape, un point aujourd'hui, 12 juin, où en est-on de ce découpage en blocs de compétences des diplômes des IUT? Alors où en est-on ? Je dirais qu'effectivement, on a ouvert ce chantier, vous le rappeliez tout à l'heure, avec Mouledris. Je cherchais son nom, voilà, c'est lui. Effectivement, donc, qui a beaucoup œuvré à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a eu deux choses. D'abord, il y a eu les programmes pédagogiques nationaux de les PPN. 2013. PPN, bravo. Ben, vous voyez que... Non, ça rentre. On va y arriver. Donc, programmes pédagogiques nationaux de 2013 où on a eu une vraie réflexion à ce niveau-là. 2014, effectivement, sous l'impulsion de Mouledris, donc on a réussi à impulser une démarche au sein des IUT. Il ne faut quand même pas perdre de vue que tout ceci, aujourd'hui, s'avère insuffisant. Il faut qu'on arrive à décliner nos futurs programmes pédagogiques nationaux en blocs de compétences. Et là, quelque part, commence à se poser un problème de calendrier. Calendrier, puisque aujourd'hui, on prévoit, et on est même à peu près sûr, de l'arrivée de nouveaux bacheliers en septembre 2021. Donc, il va falloir sûrement qu'on puisse mettre des bouchées doubles dans cet intervalle de temps. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions pour aller vers ce que j'appellerais peut-être un travail en profondeur. Et à ce titre, on a commencé à retravailler avec les 24 spécialités, puisqu'on a réuni récemment
les 24 présidents d'assemblée de chefs de département, pour essayer peut-être d'avoir une approche, je vais dire, de ce qu'on peut attendre d'un DUT. Alors vous allez me dire, mais les IUT ont plus de 50 ans maintenant, donc on doit savoir, oui, mais on est dans un environnement économique, on est dans un environnement du continuum -3+3, où on se retrouve avec des publics qui évoluent, avec des besoins qui évoluent. Conclusion, ce travail doit également évoluer. Donc, si vous voulez, on va profiter également de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel pour également évoluer. Et c'est là où, quelque part, on se dit, essayons peut-être de concevoir des blocs de compétences en articulation avec la formation initiale et la formation continue, de manière à ce qu'on puisse peut-être bénéficier d'une certaine hybridation des publics. Et quand je dis bénéficier, c'est vraiment enrichir le débat avec une mixité peut-être de publics. Le président du conseil de l'IUT l'a rappelé tout à l'heure aussi, les territoires sont différents, il faut aussi qu'on dispose d'outils de manière à pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble des territoires. Donc quelque part, si vous me posez la question de l'état de l'art, quelque part on peut se dire que oui, on a des choses en magasin, mais il faut aujourd'hui qu'on aille beaucoup plus loin parce qu'on a besoin également de sécuriser les parcours des bacheliers technologiques. On a besoin de mettre en œuvre des passerelles avec les autres formations de l'enseignement supérieur. Et puis, on a aussi un besoin, c'est qu'aujourd'hui, on va aller vers sûrement beaucoup plus d'apprentis, d'alternants, dans les IUT, et si on veut conserver une mobilité internationale, ben forcément qu'il va falloir aussi s'appuyer sur ce volet de la loi pour être capable justement d'avoir des apprenants qui puissent traverser les frontières. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un diplôme national, c'est bien. Par contre, il faut qu'on puisse avoir bénéficié d'équivalence ou tout au moins de passerelles à l'international. Et c'est là où on va peut-être pouvoir dire que la compétence n'aura pas de frontières. Donc si je comprends bien, vous attendez que la réforme du bac, enfin vous vous calez sur la réforme du bac, c'est 2021 pour que les assemblées de chefs de département aient bouclé leur travail de découpage des diplômes en blocs de compétences. Ça c'est l'objectif, c'est la deadline, comme on dit en bon français. Oui, c'est alors j'aurais tendance à dire si Alexandra Knabel est aujourd'hui à Paris, c'est peut-être qu'on aura de bonnes nouvelles, mais vous savez, ça fait déjà un certain temps, et Rodolphe, qui est dans l'Assemblée, pourra nous dire que ça fait aussi un certain temps qu'on attend ces bonnes nouvelles. En tout cas, on attend un top départ, et à partir de là, le process des IUT se mettra en route, c'est-à-dire la commission consultative nationale qui donnera un cadrage, les commissions pédagogiques nationales qui aussi activeront au niveau des spécialités, l'ensemble des assemblées, des 24 spécialités, les enseignants en IUT, les personnels en charge de la formation tout au long de la vie, l'association des profs de langue en IUT, l'association des enseignants, etc., etc. C'est-à-dire, c'est tout un réseau qui va devoir s'activer autour de ce besoin, tout en sachant qu'on disposera de 2 ans. On a déjà le calendrier, on a déjà le point d'arrivée. Quelque part, on a une idée des objectifs. Par contre, on ne connaît pas ce qui sera le process de demain. Donc, j'ose espérer que nous aurons de bonnes nouvelles.
Si on oublie tous ces travaux, cette mécanique, Xavier Daron qui va se mettre en place ou qui est déjà en place et qui va s'accélérer, si je comprends bien, pendant encore les 2 années, enfin 1 an et demi, puisque 2021 c'est plus proche que 2 ans, c'est plutôt 18 mois. Si on oublie tout ça, cet aspect technique, mécanique, tringlerie, sans que ce soit péjoratif, de manière plus globale, l'approche par compétence, qu'est-ce que ça change pour vous, pour les représentants des IUT qui sont ici dans la salle? Est-ce que c'est vraiment, pour employer un terme très à la mode, on parle de changement de paradigme, est-ce que c'est véritablement ça qui se produit, qui se profile? Changement de paradigme, oui. Grande bousculade, plus trivialement, sûrement aussi. Grande bousculade parce que ce que ça va changer, quelque part, c'est que les équipes pédagogiques qui forment aujourd'hui ont été formées dans le cadre d'un enseignement disciplinaire. Et demain, si vous voulez, on va avoir des équipes pédagogiques qui vont devoir se mettre en danger parce que, quelque part, elles vont devoir enseigner des blocs de compétences. Et là, on va quelque part sortir du disciplinaire. Quelque part aussi, on va changer aussi la structuration du fonctionnement classique des IUT. En particulier, aujourd'hui, un IUT, un établissement de formation, va avoir un emploi du temps, par exemple sur une journée, où on aura 4, 5, 6 modules différents. Et quelque part, on a le droit de se dire, mais est-ce raisonnable de mettre 1h30 de maths à laquelle suivra 1h30 de physique, etc. Est-ce que là-dessus, si on veut une certaine hybridation des publics, est-ce que travailler peut-être sur un bloc de compétences, une journée, 2 jours, une semaine, je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas d'idée de rythme, mais il va y avoir aussi cette bousculade-là dans l'organisation du quotidien des IUT, quoi. Laurence Rick, est-ce que c'est la même chose de votre point de vue? C'est aussi une grande bousculade? Oui, alors on parle de bousculade, de révolution ou d'évolution. C'est vrai que la compétence, c'est au cœur de la réforme. C'est le mot qui revient, je crois, le plus souvent dans ce texte de loi. Donc elle nous bouscule. Elle bouscule l'ensemble des acteurs, pas que les établissements d'enseignement supérieur, je crois, mais vraiment l'ensemble des acteurs, où chacun doit trouver sa place, doit saisir des opportunités, doit se positionner sur un marché il n'est pas complexe, il est différent. Donc, alors il nous paraît complexe parce qu'on le méconnaît à ce jour. On voit bien qu'il y a un gros marché sur l'alternance à terme. Il va y avoir le marché du CPF, on en a parlé, compte personnel formation, le CPF de transition, compte personnel de formation pour les salariés en mobilité, et puis le plan de développement des compétences pour les entreprises. Donc c'est savoir quelle stratégie chaque établissement ou groupe d'établissements ou organisation choisit pour répondre à ces marchés ou se positionner. Et en effet, au-delà de ce positionnement à travers les marchés, nos diplômes, la loi, ce qu'elle nous impose, c'est d'avoir, même dans le cadre de l'alternance, d'avoir des diplômes qui sont enregistrés au RNCP. Et nos diplômes, les fichiers RNCP, devront mentionner les blocs de compétences. Donc on n'a pas le choix. On est bousculé, on n'a pas le choix. Et après, c'est comment ce qu'on fait de tout ça, comment l'orchestre pour répondre aux objectifs. Et en effet, est-ce que l'objectif pour nous, c'est de dire on a des étudiants, un gros flux d'étudiants en formation initiale, et c'est... C'est Siri qui s'est invitée dans la discussion. Bienvenue. Donc, est-ce que si on se positionne du point de vue de la formation initiale, c'est offrir à nos étudiants de la mobilité, des passerelles, une évolution, parce qu'on sait aussi, je crois qu'il y a un certain chiffre, 65% des élèves de maternelle aujourd'hui exerceront un métier qui n'existe pas. Donc, nos étudiants seront amenés aussi à revenir en formation. Je crois que c'est l'APEC aussi qui dit
que les salariés devront se former plus de 10% de leur temps s'ils veulent rester, ou 10% de leur temps s'ils veulent rester employables. Alors il y a différents moyens de se former, bien entendu, c'est évoqué la formation à distance, mais il y a aussi ce que vise la formation, c'est bien l'acquisition des compétences. Donc est-ce que lorsqu'on est en formation initiale, on acquiert des compétences? Est-ce qu'on va faire une période de mobilité? Est-ce qu'on envisage des passerelles? Et puis, du point de vue de la formation continue, est-ce qu'on est prêt à accueillir des salariés sur des blocs de compétences? Mais des salariés, c'est en fait des anciens étudiants aussi. Donc, il y a toute une acculturation qui pourrait être envisagée. La validation des acquis de l'expérience aussi. Et les blocs de compétences sont un outil dans ces dispositifs. Et comment on organise tout ça? Le titre de la table ronde, c'est bien l'articulation FI-FC. Et comment on articule en fonction des objectifs qu'on se fixe. Mais c'est clairement aussi une stratégie de certificateurs ou de formateurs, d'établissements, de groupes d'établissements, de réseaux par rapport à ces positionnements. Vous êtes plutôt sur les diplômes. Quand on parle universitaire, on parle diplôme. Aujourd'hui, on parle compétences. Là, c'est pas une bousculade. Là, c'est un big bang pour l'université de manière générale. Oui, c'est un big bang peut-être, mais j'espère qu'à travers le diplôme, nos diplômés sont compétents. Donc oui, c'est une manière de penser la formation où en effet on ne met pas l'objectif qui est la certification, mais c'est les compétences qui sont au cœur de l'organisation de la formation. Donc c'est en effet un big bang parce qu'il va falloir repenser. Alors il y a différentes approches, il y a les approches, différentes universités ou établissements qui travaillent, IUT, qui ont travaillé, vous avez travaillé dessus. Et puis il y a aussi la loi orientation réussite étudiant qui impose, avec l'arrêté de licence, un découpage en blocs de compétences. Donc, et un bloc de compétences n'est pas un module, n'est pas 3 modules, pas forcément. Et un bloc de compétences doit pouvoir être évalué. On doit pouvoir délivrer un certificat. On doit pouvoir tracer la compétence. Voilà, donc ça bouscule. C'est la réforme qui bouscule beaucoup de choses, en fait, beaucoup de points de vue. Donc là, on est encore en questionnement, et pourtant la réforme, c'est depuis le 1er janvier 2019. Donc le calendrier, les IUT ont dit 2 ans, mais la réforme, c'est déjà aujourd'hui. Comment on va s'approprier ces enjeux-là? Et si on va sur la formation continue, je n'ai pas poursuivi mon raisonnement, on veut vendre un bloc de compétences. Dans le cadre du compte personnel formation, il va y avoir une application. Cette application qui va nous contraindre, mais pour le coup, qui va changer complètement notre façon de voir les choses, avec des contraintes en termes de réactivité, de temps, de notation. On va être, là, on est complètement bousculé sur ces sujets-là. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais vous avez devant vous un pur produit de la formation universitaire. Oui, c'était il y a 30 ans. J'étais en train de calculer. Oui, c'est il y a 30 ans que j'ai eu mon dernier diplôme universitaire. Donc voilà, ça ne date pas d'hier. Pour être plus sérieux, vous avez néanmoins une volonté d'être très ambitieux. Tout à l'heure, vous avez donné les chiffres, 3% en valeur, deuxième acteur en temps sur le marché de la formation continue. Mais vous êtes, alors quand je dis vous, c'est évidemment la FCU, vous êtes très ambitieuse, puisque vous avez rédigé un manifeste pour montrer à quel point l'université voulait prendre peut-être... plus de part dans le gâteau, croquer un tout petit peu plus dans ce gros gâteau. Oui, oui, parce que si on croit au sujet, en effet, le réseau s'est réuni en octobre dernier dans un séminaire des directeurs pour produire un certain nombre de pistes pour répondre et se positionner par rapport à la réforme. Et les membres du conseil d'administration, en effet, rédigé un manifeste, alors non pas pour manifester, mais... bel et bien pour positionner les établissements d'enseignement supérieur au sens large. Il s'appelle « Pour une université ambitieuse sur les nouveaux marchés de la formation professionnelle ». Donc il y a un manifeste qui une vingtaine de pages, je crois, et une version synthétique qui est téléchargeable sur Internet. Le manifeste, il recense 21 recommandations que l'on fait à nous-mêmes, réseau FCU, et à nos partenaires
que l'on peut CPU, enfin les vice-présidents formation, enfin tous les partenaires pour prendre une place sur ce marché de la formation professionnelle. Donc parmi les items, la qualité des organisations, et je faisais référence tout à l'heure au référentiel de certification de service FCU sur lequel on souhaite aller, et donc demain ça sera un autre référentiel puisque le décret est paru le 8 juin. Et donc on a également sur un point sur l'ingénierie de formation et de parcours dans lequel figure la notion de bloc de compétences, articulation avec la VAE et la co-construction. Et ça, c'est pas le réseau FCU qui peut faire seul, parce que nous, on peut qu'accompagner sur le volet de la réglementation, du point de vue de la formation professionnelle, mais c'est bel et bien les équipes pédagogiques qui sont au cœur de ce système, donc travailler avec tous les acteurs. Est-ce qu'il existe justement, Xavier Daran, des liens avec l'université, puisque vous êtes membre, enfin ici évidemment, ça a été dit par le président, mais est-ce que les ACD, les assemblées de chefs de département, travaillent de concert avec leurs homologues de l'université sur ces blocs de compétences? Dites-nous tout en toute transparence. En toute transparence, les IUT sont des composantes des universités. On est d'accord. Voilà. Donc, la suite. À ce titre-là, il me paraît incontournable qu'effectivement on travaille ensemble. D'ailleurs, mais là, j'ai pas les chiffres de cette année, mais je crois que un nombre important d'IUT travaillent bien sûr par rapport aux services communs de l'université, et notamment au service commun de formation continue et d'alternance. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la démarche bloc de compétences, de la démarche compétences, bien sûr qu'il y a cette démarche que j'ai cherché à décrire par rapport au réseau des IUT, mais il ne faut pas perdre de vue que les IUT aujourd'hui sont quand même opérateurs d'un certain nombre de licences professionnelles, et là c'est directement les IUT et les universités, et là le lien est très fort pour arriver à mettre en place justement une démarche qui est cohérente, et Laurence Rick vient de le rappeler. On va s'appuyer tous autour d'une démarche commune, démarche de co-construction, démarche justement à l'époque de la construction de ces licences professionnelles, d'écoute du besoin des acteurs économiques locaux. Et à partir de là, oui, bien sûr, on est sur une co-construction avec, j'ai parlé du service commun de formation continue, mais il y a aussi les services communs d'information et d'orientation dans les IUT, puisque quelque part, il faut qu'on puisse avoir ce lien avec la sortie, mais aussi avec l'entrée. Donc, quelque part, ce sont quand même les services universitaires qui vont porter ce message et cette cohérence au niveau des universités dans les territoires. Merci. Sylvain Humeau, alors j'ignorais que vous aviez été désigné comme rapporteur de la séquence, puisque vous avez pris un nombre incalculable de notes. Ce sera en ligne dans la demi-heure après la table ronde. Ouais. Très sérieusement, Sylvain Humeau, sur les attentes ou la façon dont les entreprises adhérentes au GARF voient cette réforme, puisque vous nous avez bien présenté le GARF, mais maintenant, quelle est votre lecture ? Alors, juste pour la petite plaisanterie, en fait, comme nous sommes tous bénévoles, c'est moi qui vais rédiger l'article pour la newsletter sur le colloque. Donc, il faut bien que je prenne des notes parce qu'effectivement, à mon âge, la mémoire se perd. Donc voilà. Alors, je vais juste rembobiner un petit peu parce que je pense que c'est important de donner du sens à la façon dont les entreprises aujourd'hui ont évolué leur orientation, notamment vers les certifications. On parlait effectivement des multiples revirements, des multiples réformes dans la formation. Quand vous êtes en entreprise, il y a quelques années, effectivement, vous aviez une obligation fiscale de dépenser une somme de formation qui équivalait à peu près à 1,6% de la masse salariale des entreprises.
Cette obligation a été supprimée il y a 4 ans, 5 ans maintenant, 5 ans, 5 ans, avec effectivement toujours une obligation effectivement d'adapter les salariés au poste et de les maintenir dans l'emploi, ça n'a pas changé, mais il n'y a plus cette obligation fiscale. Donc, par contre, effectivement, nous avons une contribution sans cesse qui s'augmente pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi et effectivement et des jeunes en rupture. Donc ça c'est quelque chose. Alors effectivement c'est un petit peu transparent, on n'en parle pas, mais c'est vécu comme un impôt pour les entreprises, il faut le savoir. Et effectivement auparavant on versait à nos OPCA, donc les ancêtres de nos nouveaux OPCO, on versait une certaine somme, on ne va pas rentrer dans les pourcentages, tout en se disant on va récupérer une partie, voire quelquefois une bonne partie de cette somme pour les entreprises qui étaient très agiles et très réactives. C'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, l'argent que l'on verse à nos OPCO et demain à l'URSSAF, il ne faut pas oublier que c'est l'URSSAF qui va rentrer en jeu dans peu de temps, dans 1 an et demi. Ce qui n'est pas neutre, pardon de vous couper, en termes de signification aussi. Ah oui, c'est ça. On est vraiment sur un impôt. Voilà. Donc effectivement, oui, clairement. Voilà. Mais même si effectivement derrière l'État nous parle d'investissement dans les compétences, voilà, on est sur un impôt. Et donc les entreprises se retrouvent avec une équation qui est relativement simple. C'est on n'est toujours pas sorti d'une crise qui a démarré en 2008, il ne faut pas l'oublier. On a toujours du mal à en sortir, c'est toujours compliqué dans les entreprises. Les budgets formation n'ont bien sûr pas du tout augmenté, voire diminué. Et puis, par contre, les contributions que l'on verse sont augmentées de façon sensible. Donc derrière, comment fait-on pour assurer le développement des compétences de nos collaborateurs? Bien sûr, c'est important de former des jeunes qui sont décrochés. Bien sûr, c'est important de former des demandeurs d'emploi, mais c'est aussi très important de maintenir les compétences de nos salariés qui sont en poste aujourd'hui et de pouvoir les financer. Donc ça, c'est le vrai problème, il est là. Jusqu'à il y a 1 an, même pas, on avait encore un dispositif où on pouvait, effectivement, que l'on versait à nos OPCA, mais que l'on récupérait, qui s'appelait les périodes de professionnalisation. Les périodes de professionnalisation ont été supprimées. Aujourd'hui, il n'y a plus rien pour les entreprises, il n'y a plus aucun moyen. Donc, on nous a quand même, effectivement, et je crois que c'est Xavier qui en a parlé rapidement, jeté en pâture en nous disant, tiens, voilà, allez, un petit os à ronger, on va vous donner de la PROA, la promotion par l'alternance. Donc aujourd'hui, c'est encore quelque chose, c'est encore un objet non identifié de façon très claire et non approprié par les entreprises. Même si on le verra demain pour faire du teasing, les représentants des entreprises nous le diront. Mais, parce que je ne serai pas là demain, donc voilà, comme ça je fais le teasing pour vous. C'est parfait. Mais effectivement, aujourd'hui, les entreprises sont très intéressées, mais ne savent pas encore comment se l'approprier, ce dispositif de proie, et quoi qu'il en soit, avec aussi une enveloppe qui n'est pas sans fin, puisque ça sera pris sur l'enveloppe de l'alternance. Donc à un moment, ce qu'on prend d'un côté, on l'enlève de l'autre, puisque c'est l'enveloppe de l'alternance au final. Donc voilà, tout ce contexte-là, je pense que c'était important de replacer tout ce contexte-là, c'est de dire comment fait-on aujourd'hui pour former les salariés et notamment assurer le financement de ces formations de salariés. Donc on a bien compris, nos entreprises, qu'il fallait qu'on aille vers de la certification, puisque de toute façon, déjà depuis un certain nombre d'années, avant, alors je rembobine encore un petit peu, mais les périodes de professionnalisation, on n'avait pas d'obligation de faire des formations qui étaient certifiantes. Depuis 4 ans, c'est le cas. C'était certifiante, c'était sur des fameux, soit le RNCP, le Registre national des certifications professionnelles, soit le fameux inventaire, dont effectivement, qui était une nébuleuse pour un certain nombre d'acteurs. Donc effectivement, et donc nous on se dépatouillait avec tout ça et on se disait bon bah voilà, on va faire des périodes de pro. Bon bah ça c'est terminé. Donc maintenant on n'a plus que des certifications pour faire effectivement pour former nos formateurs, ou alors notre fameux plan de développement des compétences, il va de soi, c'est-à-dire nos fonds propres.
C'est-à-dire, bon, bah voilà, on paye la formation. D'ailleurs, c'est ce que nous disent les pouvoirs publics à chaque coup. Ils nous disent, de toute façon, vous, les entreprises, vous avez de l'argent, ça c'est toujours le discours qu'on nous tient, donc formez vos collaborateurs avec votre argent, puis tout ira bien. Donc voilà. Donc voilà, la problématique, elle est là-dessus. Alors, je vais en revenir, et j'ai fait un long passage. Ce serait bien de revenir à ma question. Qui était intéressant quand même de se le dire. Et donc, les entreprises se disent, OK, bon, j'ai bien compris qu'effectivement, il faut aller vers les certifications. En plus, c'est de l'employabilité pour nos collaborateurs, mais une certification, c'est cher et c'est long. Et là, ça peut être décourageant pour des collaborateurs. Et puis, les blocs de compétences, petit à petit, ont commencé à émerger. Effectivement, et là, il nous est apparu une solution qui est intéressante pour les entreprises, de se dire, on va peut-être pas partir tout de suite sur des certifications longues, on va peut-être effectivement proposer à nos collaborateurs des blocs de compétences qu'ils pourront capitaliser dans le temps, voilà, de façon comme ça. Et donc là, on a commencé à avoir cette réflexion-là, réflexion de comment peut-on faire. Alors, moi, j'aime bien prendre des exemples très concrets. Ça va, j'ai encore quelques petites minutes. Vous avez le temps, ça va. Bien, parce que je suis bavard, vous le voyez. Donc, et notamment, voilà, je prends un exemple d'une grande entreprise du CAC 40 qui avait des très beaux parcours de professionnalisation pour des managers opérationnels qui étaient financés par les périodes de professionnalisation. Et puis, ça fait 4 ans, évidemment, 5 ans, que ces parcours qui sont très bien construits, très bien outillés, très bien perçus, et qui sont vraiment très utiles aux collaborateurs, ne sont plus financés. Au bout d'un moment, ils se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen pour, effectivement, faire en sorte que ces parcours soient soit des certifications. Alors là, on nous regarde en disant c'est un peu court, jeune homme, pour une certification, des parcours entre 15 et 17 jours. Mais on se dit, alors si ce ne sont pas des certifications, est-ce que ça ne peut pas être des éléments de certification ? Et là, on arrive dans cette démarche de bloc de compétences. Et donc voilà le travail que l'on fait, de retravailler sur ces parcours-là, de regarder les certifications existantes qui peuvent correspondre, qui correspondent effectivement aux objectifs visés donc par ces parcours-là, et de se dire est-ce que ça ne rentre pas dans une certification, un diplôme, et est-ce qu'on ne peut pas faire construire une équivalence entre ces parcours-là qui existent et puis des blocs de compétences. Et voilà typiquement des démarches d'entreprise. Il y en a d'autres, mais ça c'est une démarche d'entreprise. Et donc à partir de là, c'est de se dire ok, donc on identifie, ça tombe bien, on a identifié, c'était une licence pro, licence professionnelle maintenance des services à l'environnement, management des services à l'environnement, c'est pas maintenance du tout, management. Et donc après, voilà, on retrouve un acteur. Alors l'acteur, il n'est pas très loin puisqu'il est juste à ma gauche. Donc en l'occurrence, ce sont les universités sur ce dossier-là. Et puis on travaille avec eux justement pour faire ces équivalences-là. Et donc voilà un peu le travail. Et c'est surtout plutôt, nous on n'est pas du tout dans la même démarche que vous. Nous, on part sur un objectif de se dire, voilà, qu'est-ce qu'ont besoin nos salariés, comment peut-on les amener vers des certifications, tout en, effectivement, en minimisant les coûts, le temps, la mobilisation, essayer de le répartir, et puis que ça profite à tout le monde, et puis aussi travailler avec des partenaires et faire des formations de qualité. Alors justement, Sylvain Humeau, ma question d'après, c'est est-ce que pour vous, les blocs de compétences répondent à ça, à ces besoins opérationnels, plutôt rapides à mettre en œuvre en fonction d'une demande, sans attendre forcément un délai parfois trop long pour répondre à des urgences? Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, la complexité, je vais répondre tout de suite à votre question, la complexité, c'est que la société évolue très très vite, ça c'est pas un scoop. On a parlé un peu de digital, alors je ne parle pas du digital dans la formation, mais le digital dans les métiers. C'est-à-dire, je crois que c'est le président de l'IUT qui a évoqué le sujet, l'évolution des métiers, que ce soit des métiers, tous les métiers de toute façon, tous les métiers évoluent énormément, et l'apport du digital, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, enfin tous ces sujets-là, ça va extrêmement vite. Le constat, et c'est vraiment qu'un constat, c'est qu'aujourd'hui, donc, le besoin en compétences des entreprises et l'évolution des métiers évoluent tellement vite que les diplômes n'évoluent plus du tout dans la même vitesse. Il y a un décalage. Et donc,
quand vous prenez effectivement, quand vous prenez aujourd'hui des jeunes qui sortent des sortes de diplômes, eh bien, il faut les reformer, il faut leur donner des modules complémentaires justement sur toutes ces nouvelles thématiques. Alors je dis pas que c'est une généralité, je dis pas que dans tous les diplômes ou dans tous effectivement les universités ou les IUT c'est le cas, mais c'est quand même quelque chose qu'on constate de façon très très générale au niveau des entreprises. Et donc effectivement, plancher sur la refonte d'un diplôme et accompagner effectivement des partenaires, c'est compliqué pour une entreprise qui a plutôt une vision à moyen terme. Travailler sur des blocs de compétences, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, voilà, on voit l'effet de façon très rapide. Oui. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, vous êtes dans une assemblée de directeurs d'IUT. Est-ce que vous avez des attentes particulières vis-à-vis de ce réseau qui a été vanté tout à l'heure par le président de l'université? Est-ce que vous avez des attentes particulières en fonction de son histoire, de ce réseau, des diplômes qu'il décerne, de sa population? Oui, alors oui, j'ai des attentes particulières, mais elles sont... Alors, je ne sais pas si elles vont vous faire plaisir, mais parce que, effectivement, quand j'entends mes deux confrères qui sont de chaque côté, là, je me sens bien entouré d'ailleurs, qui me parlent de complexité, de révolution, d'évolution. Nous, effectivement, au final, ce sont des résultats que l'on veut. Nous, c'est nous la méthode pour y arriver. Je devrais dire, je suis un petit peu dur, un petit peu provocateur, mais elle nous importe peu. Nous, c'est le résultat. Et donc, les attentes aujourd'hui, oui, on a des attentes. Effectivement, les attentes, c'est de trouver, je vais être très, très franc, c'est de trouver des partenaires. Je dis bien des partenaires, pas des prestataires. Hein. Je n'ai pas employé le gros mot, je dis des partenaires. De trouver des partenaires qui soient effectivement à l'écoute, pas figés dans leur botte, c'est-à-dire ah oui, mais nous on a toujours fait comme ça. Oui, ok, vous avez peut-être fait toujours comme ça, mais c'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Donc, c'est de trouver des partenaires qui soient agiles, ouverts, prêts à changer, prêts à faire bouger les lignes, et notamment sur les enseignements. C'est-à-dire que je m'explique. Pareil, je vais prendre un autre grand groupe qui n'est pas le même, mais un autre grand groupe qui travaille aujourd'hui sur d'ailleurs les métiers de l'industrie et qui veut s'impliquer effectivement dans la politique RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et donc c'est la fondation de ce grand groupe qui dit effectivement on va construire l'école, l'institut de l'industrie de l'avenir ou de demain, peu importe comment on l'appelle, ils n'ont pas encore trouvé le nom de leur école. Et puis ils disent voilà, c'est simple, donc il y a des milliers voire des centaines de milliers de jeunes qui ont décroché des études à un moment X ou Y, qui effectivement n'ont pas peut-être réussi à un moment ou à un autre à trouver leur place dans le mode de la formation initiale telle qu'on l'a conduit aujourd'hui et qui en ont décroché. Et puis de l'autre côté, on a des entreprises, 7 entreprises ou d'autres, mais d'ailleurs beaucoup d'entreprises d'ailleurs, qui ne trouvent pas aujourd'hui les compétences dont elles ont nécessaire pour faire leur travail. Je vais juste prendre un exemple, là je vais le citer parce que c'est mon employeur encore aujourd'hui, qui s'appelle Engie, qui est un grand groupe. Je discutais avec un directeur d'agence pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Et le directeur d'agence, il me dit, on a remporté un appel d'offres, mais on va être obligé de le rendre caduc, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais peu importe, parce qu'on n'arrive pas à constituer l'équipe pour faire tourner l'appel d'offres. C'est quand même terrible, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver les techniciens et les opérateurs pour assurer le service aux clients. Et donc, voilà, ils n'ont pas du tout trouvé, ils sont en pénurie totale, et donc effectivement, on ne peut pas, et donc on ne va pas prendre le marché, on va arrêter dans ce sens-là. Donc moi, quand j'entends ce discours-là, je suis atterré de me dire ça, alors que de l'autre côté, on a des millions de chômeurs en France. Alors vous allez me dire, c'est pas aussi facile de faire la jonction entre les deux. Mais globalement, c'est ça la problématique. Donc on a des entreprises qui ont des besoins très forts en main-d'œuvre opérationnelle. Ça tombe bien, je suis dans le réseau des IUT, donc je peux le dire, des besoins souvent sur des métiers, des cols bleus, des métiers techniques qui aujourd'hui, on a tellement dévalorisé cette filière-là depuis des décennies qu'on n'a plus personne. Et donc, effectivement, pour trouver des bons techniciens de maintenance, d'exploitation dans les métiers de l'énergie notamment, parce que c'est les métiers que je connais bien, eh bien, c'est juste chose impossible.
Donc cette entreprise-là, qui n'est pas la même d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a fait? Effectivement, elle s'investit, elle dit, ok, on va reprendre des certifications existantes, on va peut-être les modifier, on va les faire évoluer justement dans la dynamique des blocs de compétences pour les faire coller avec l'évolution aujourd'hui, mettre du digital, mettre des jumeaux numériques, du BIM, ça doit parler à un certain nombre de personnes. Voilà, ce sont d'autres acronymes, mais plus techniques. Et puis, on va partir là-dessus, super, mais après, il nous faut les partenaires, parce que les partenaires qui soient capables de construire cette pédagogie qui est différente. Et c'est là aussi, faire les certifications, on y arrive. Faire les référentiels, on y arrive. Après, savoir changer de posture quand on est un formateur, je suis bien placé pour le savoir, j'en suis un à la base. C'est-à-dire de se dire, je ne suis plus dans une posture de formateur, mais je suis dans une posture d'animateur. Et donc, quelque sorte, je vais faire une pédagogie par projet, ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire qu'on va changer totalement le scope, la façon dont on aborde l'enseignement. Et puis, on va faire des entrées-sorties, pas permanentes, mais régulières, en abordant justement par bloc de compétences. C'est-à-dire qu'on découpe les progressions pédagogiques d'une autre façon. Et là, pour trouver les bons partenaires qui sont prêts, effectivement, se disent « ouais, ok, on va le faire, on est capable de le faire, on est capable de mobiliser les formateurs et de changer la carte mère, en quelque sorte, du formateur qui n'a pas été construit comme ça », je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Je peux vous dire que ce n'est pas évident du tout. Mais voilà. Mais ce grand groupe-là ne souhaite pas du tout jeter l'éponge. On va continuer à travailler en ce sens-là et trouver le ou les bons partenaires. Merci. Alors justement, beaucoup de choses ont été dites, Xavier Dahan et Laurence Rick. Peut-être que vous puissiez réagir aux attentes en tant que partenaire formateur de ce que les entreprises, par la voix de Sylvain Humeau, viennent de vous dire. Laurence Rick, pour commencer. Oui, je crois que le message, il est très clair. C'est que si on veut prendre notre place, et c'est vrai que la transformation et les effets de la loi vont se faire sortir d'ici quelques années, c'est qu'il va falloir envisager justement de ces partenariats, de tisser des partenariats en sachant où on veut aller, ce qu'on veut en faire. Et après, on sait, quand Sylvain Humeau parlait de complexité, c'est nos ressources humaines pour travailler sur ces sujets-là, pour mettre des formateurs. Mais dans un partenariat, il ne s'agit pas de donner, il faut aussi qu'on y trouve des intérêts. Et je pense que justement, c'est pas l'IUT d'Agno, parce qu'on est à Agno que je prends cet exemple-là, qui pourra répondre lui seul à cette problématique, mais c'est bien un réseau. Et peut-être que Xavier rebondira sur le sujet, mais il semble justement que ce travail de réseau et des partenariats entre réseaux me semble tout à fait adapté. En tous les cas, si on n'y pense pas, ces exemples qui sont cités aujourd'hui par le GARF, on voit qu'ils fleurissent de partout. La ministre du Travail a incité les groupes, les entreprises à créer leurs CFA, leurs organismes de formation. Donc ces processus-là, ils vont se décliner sur l'ensemble des sujets et l'ensemble du territoire et l'ensemble des professions. Xavier Dahan, alors que les étudiants d'Agno manifestent leur joie d'être dans des bâtiments aussi accueillants, sans doute, n'est-ce pas, monsieur le directeur ? Merci. Oui, j'entends bien effectivement ce que dit Sylvain. Je crois que ce qui est insupportable pour les acteurs et responsables de formation, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on ne soit capable de répondre en termes de diplôme que, si je schématise un peu, d'une vague d'accréditation à une autre, c'est-à-dire à partir du moment où vous appuyez sur le bouton, on puisse vous répondre oui, on pourra dans 5 ans. Donc je crois qu'effectivement, là-dessus, il faut qu'on puisse complètement changer. Vous avez parlé d'agilité dans le diplôme. Oui, effectivement, je crois qu'il faut qu'on aille vers des diplômes agiles. Et je crois qu'aujourd'hui, si on parle du seul DUT,
effectivement, il faut qu'on puisse identifier un certain nombre de compétences qui feront le cœur de ce diplôme. Et après, eh bien, il faut qu'on puisse répondre en dynamique à vos attentes. Et par exemple, si on est aujourd'hui à Haguenau, peut-être qu'il faudra qu'on puisse aller plus loin dans les compétences qui vont nous permettre de fabriquer des barres chocolatées. Décidément. Ben oui, je crois que ça a marqué notre enfance. Oui. Demain, je crois que si on va à Vannes, eh bien, il faudra qu'on soit capable de répondre peut-être à d'autres compétences par rapport, je sais pas, à la maintenance des équipements maritimes. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait d'une part une dynamique au niveau du réseau, il faut qu'on ait une réponse nationale, mais il faut qu'on soit capable de s'adapter d'une part au territoire et d'autre part, dans ces territoires, qu'on soit capable d'apporter cette réponse dynamique. J'entends bien que ce soit totalement insupportable de dire, écoutez, les délais, nos délais de fabrication, c'est ça. Quand on va à la boulangerie le matin, on n'attend pas le pain pour 16 heures. Donc voilà, donc il faut qu'on puisse, en termes de formation aussi, pouvoir répondre. Donc ça veut dire que si je réponds autrement au regard des réflexions que nous avons maintenant depuis 2 ans, oui, nous sommes prêts à changer les lignes. Est-ce que ça veut dire, Xavier Daran, ça a été un peu abordé par votre voisin de gauche, par Sylvain Humeau, dans cette fameuse phrase « on a toujours fait comme ça, enfin ça ne marchera jamais », c'est ce qu'on entend assez souvent. Est-ce que ça veut dire que des spécialités pourraient être amenées à disparaître, des UT? Tout à l'heure, Laurence Rick disait qu'un enfant en maternelle aujourd'hui, il allait avoir un job dont on ignore à 60% ou 75%, je ne sais plus là, mais c'était important, de quoi il sera fait demain. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des spécialités, il faut les oublier, en reconstruire d'autres, se positionner, imaginer l'avenir dans un mode prospectif? Je crois qu'il ne faut rien s'interdire, d'une part. C'est vrai que les 24 spécialités d'IUT, ça fait déjà un certain temps qu'elles existent. Elles ont un petit peu évolué, mais pas forcément à la vitesse de la lumière. Il y a eu un changement important, je crois, il y a 4 ans, qui est le regroupement de ces spécialités dans des commissions pédagogiques nationales qui antérieurement étaient au contour d'une seule spécialité. Aujourd'hui, on se retrouve sur un groupe de spécialités. Donc peut-être que demain, on peut envisager une évolution de ces commissions pédagogiques nationales qui amèneront forcément une autre évolution des spécialités. Peut-être que au-delà de ces nouveaux DUT qui pourraient être créés, au-delà de ces spécialités, je crois qu'il faut peut-être qu'on puisse adapter notre outil de formation. Et je crois qu'aujourd'hui, si on réfléchit à des parcours double compétence, c'est peut-être parce qu'on est à peu près certain qu'un individu va commencer sa carrière sur une typologie de métier et va très probablement évoluer. Évoluer parce qu'il va peut-être accéder à des fonctions de management, et souvent c'est cette transition aussi qu'il faut préparer entre le technicien et le manager, mais peut-être qu'aussi il va devoir évoluer ce que je vais appeler peut-être latéralement, c'est-à-dire être capable de changer de spécialité parce que aujourd'hui on n'a plus besoin de roulement de 30 pour rester dans le contexte économique local, mais peut-être qu'on a besoin de roulement de 40. Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'un redimensionnement peut-être de la compétence de chacun dans cette entreprise. Donc il faut
au-delà de la spécialité, être capable aussi d'aller vers une autre forme de formation. Je pense que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était quand même sur des formations qui étaient relativement figées. Aujourd'hui, je crois qu'au contraire, on va avoir des salariés. On parlait tout à l'heure de quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille ensemble. C'est peut-être la PROA, et qui va permettre effectivement d'amener peut-être une autre dynamique dans l'évolution professionnelle. Alors la salle manifeste son envie de prendre la parole, ça ne fait aucun doute. Donc je vais me tourner maintenant vers vous, mesdames, messieurs. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, eh bien, je vais vous passer un micro pour que vous puissiez le faire. Très bien. Écoutez, j'arrive. Hop, je vais faire un peu de sport. Je vais vous demander de le faire passer. Et puis Oui, bonjour. Catherine Sacaz, je suis conseillère formation pour au CAPIAT, maintenant le nouvel OPCO, qui couvre l'agriculture et l'agroalimentaire. Je suis plus spécialisée de par mon historique d'OPCA, sur la partie industrie agroalimentaire. Donc, vous avez fait référence aux industries. Il y a beaucoup de choses que je retrouve dans l'industrie agroalimentaire qui a en plus des particularités en termes aussi de recrutement et de difficultés de recrutement dû à leur contexte un peu compliqué aussi. Donc en fait, les problématiques que vous avez signalées, Monsieur Humeau, c'est celles, vous avez parlé beaucoup de grosses entreprises. J'ai les mêmes dans toutes les petites et dans les PME. Donc on se retrouve de toute façon sur ces problèmes-là. Les entreprises ont de plus en plus besoin de formations courtes parce qu'elles ont, alors plus on va vers des petites, moins elles ont le temps de libérer les salariés sur des longues périodes. Elles ont besoin aussi de formations plus adaptées, plus contextualisées. Quand il s'agit des salariés, on est moins sur du diplôme de formation initiale qui amène un socle, un socle de connaissances qu'on va avoir besoin de développement de savoir-faire. Du coup, les blocs répondent assez bien à ce type de demande. Et effectivement, derrière bloc, on arrive à mettre des validations partielles. Et donc, derrière les validations partielles, bien évidemment, des financements. Et c'est ce qu'elles cherchent aujourd'hui et qu'elles n'arrivent plus vraiment à trouver. Les blocs, ça répond aux salariés, ça répond aussi aux demandeurs d'emploi. On a actuellement, alors pour le secteur des industries agroalimentaires, ça peut vous donner des pistes aussi au niveau des organismes, au niveau des IUT. On a, nous, développé énormément de CQP, nos certificats de qualification professionnelle. Ces certificats sont pour la plupart maintenant développés en bloc de compétences. Et on en a certains, dont celui du responsable d'équipe, qui se rapproche fortement du DU qui existe en management et qui est fait dans les universités. Donc on a déjà commencé à évoquer ce sujet qui serait de pouvoir progressivement préparer des blocs et puis derrière valider un DU, parce que même pour les salariés, c'est toujours valorisant sur un CV d'avoir à la fois un CQP et à la fois un DU. Donc ça permet d'apprendre, d'acquérir les connaissances et plus progressivement et en même temps d'arriver quand même à un DU. Donc voilà, dans le cadre des travaux, vous parliez de partenaires. Je pense que nous, OPCO, on peut aussi vous aider sur ces sujets. Je pense qu'on a aussi pas mal de choses à vous apporter. Et en termes de référentiel et de découpage, justement, on a déjà un travail de fait qui pourrait se rapprocher de vos diplômes. Voilà. Et puisque au niveau donc des demandeurs d'emploi, puisqu'en fait on parlait des difficultés de recrutement, on a effectivement des jeunes qui ne sont pas très attirés par le secteur agroalimentaire. On a des techniciens de maintenance qui manquent de tous les côtés et que toutes les industries s'arrachent. Donc de toute façon on en manque. On a du coup, les blocs nous permettent de travailler aujourd'hui aussi sur les demandeurs d'emploi, puisqu'on a mis en place avec un achat Pôle emploi notre premier bloc de compétences outils installation qui intègre la conduite de machines et la maintenance premier niveau. Et on vient de le faire, du coup il est financé par un programme Pôle emploi et il est en cours et on a 7 personnes dedans qu'on espère
amener vers les industries agroalimentaires, et si on n'y arrive pas, vers les industries tout court, tant pis. Mais enfin, en tout cas, on les forme sur ce bloc qui est transverse aux industries. Et c'est vrai que le bloc est plus court et donc répond aussi plus facilement à certains demandeurs d'emploi que de partir comme le conseil régional peut le proposer sur des diplômes ou des titres beaucoup plus longs. Voilà. Merci donc pour ces propos. L'ambassadrice des blocs de compétences. Y a-t-il d'autres prises de parole, de questions? Alors, celles et ceux qui sont un peu mal installés, je me rends compte là que je vous ai laissé dans des conditions de confort un peu difficiles. Il reste quand même 4 places avec un petit comptoir pour prendre des notes. Sinon, il en reste plein au premier rang. Alors là, on met le laptop, c'est d'ailleurs son nom, sur les genoux, puisque c'est ce que ça veut dire, son ordinateur sur les genoux. Donc, vous pouvez venir vous mettre ici, si vous le préférez, plutôt que de rester debout ou mal assis dans les escaliers. Y a-t-il d'autres participations, d'autres questions? On est là pour ça. Nous aurions fait le tour complet. Moi, j'ai une question alors, puisque la salle pour l'instant est encore en phase de digestion de la flamme cuche et se dit peut-être qu'il en reste pour le goûter. C'est bon, les flammes cuches sucrées. J'ai une question sur l'accompagnement, parce que tout ça, c'est évidemment un système assez injonctif qui nous vient du sommet, qui certes a fait l'objet d'un certain nombre de négociations, mais c'est quand même une décision qui vient d'en haut. Demain, les partenaires sociaux nous diront ce qu'ils pensent, chacun de cette concertation. Moi, j'ai un sujet sur le changement. Pour l'être humain de manière générale, ça fait toujours un peu peur et on n'a pas du tout abordé, là on a abordé de façon un peu généraliste, stratégique, les blocs de compétences, les êtres humains qui composent les forces vives des formateurs que vous représentez, que ce soit à l'université ou dans les IUT. Tout ça nécessite, à mon sens, ça c'est une question un peu naïve, mais ça nécessite quand même un peu d'accompagnement, parce que quelqu'un qui a fait son enseignement pendant un certain nombre d'années, tout à l'heure Sylvain Humeau en parlait, ça va quand même lui changer la vie, Xavier Daran. Oui, déjà, le premier accompagnement, et là je pense... merci de m'offrir cette occasion de répondre à madame. Je crois qu'effectivement, le premier accompagnement, il va venir des acteurs économiques. Et c'est vrai qu'au niveau des OPCO, je crois qu'il faut qu'on puisse mettre en place des partenariats à 2 niveaux. Niveau national, entre les OPCO et les assemblées de chefs de département, comme c'était un petit peu le cas je dirais, entre les branches et les assemblées de chefs de département, mais aujourd'hui, ce sera plutôt les opérateurs de compétences qu'on rencontrera. Sûrement, deuxième forme de partenariat, et là, ça sera plus au niveau local, mais toujours avec ces mêmes OPCO qui, quelque part, se retrouvent à l'articulation entre les milieux économiques et les milieux de la formation. Après, vous savez, quand j'ai parlé de bousculade, je crois qu'il y a 2 catégories de gens. Je crois que dans cette assemblée, et on a eu tout à l'heure un petit clin d'œil pour Moulay-Driss, mais c'est vrai que Moulay-Driss a pu un petit peu nous sensibiliser à ces notions de bloc de compétences. Je crois que dans cette assemblée, il y a peu qui en ont jamais entendu parler. Donc je crois que, par contre, dans nos IUT, on a tous ces collègues qui ont tendance à rester sur du disciplinaire et qui, sûrement, vont être effrayés. Et c'est en cela que j'entends ce que vous dites par rapport à il faut les accompagner. Oui, effectivement, parce que, bien entendu, toutes ces personnes qui vont peut-être s'opposer à une forme de changement, on ne sera surtout pas là pour les stigmatiser, mais au contraire, pour les accompagner, pour les former. Peut-être qu'aujourd'hui, on va conduire une réflexion au niveau des réseaux des IUT, au niveau des réseaux universitaires, et Laurence Rick en parlera mieux que moi, mais sûrement aussi qu'on s'appuiera sur cette réflexion qu'ont pu avoir d'autres
que ce soit des acteurs économiques ou que ce soit des acteurs d'autres pays. Ne perdons pas de vue qu'aujourd'hui, la voisine Belgique, le Canada ont réfléchi déjà à certaines choses. Certains ont rencontré des écueils. Bon, et bien peut-être essayons de ne pas revivre à l'échelle de notre territoire national les mêmes problématiques. Donc essayons un petit peu d'ouvrir. Alors j'entends bien, vous avez dit tout à l'heure 2 ans c'est court. Oui, mais essayons quand même de faire un travail en profondeur. Je crois qu'on en a tout à fait la possibilité, surtout lorsqu'il s'agit de partir vers un changement de paradigme. Laurence Rick, sur cette importance de l'accompagnement des personnels enseignants. Je partage tout à fait ce qui a été dit. Je crois que quand nous, on intervient en interne, enfin, pour être intervenu il y a peu de temps à l'université, les postures, ça peut être jusqu'à, moi, les blocs de compétences, je suis contre. Alors, on peut être contre, on peut être pour, peu importe, j'ai envie de dire, mais il faut être convaincu de l'intérêt. Et c'est en échangeant lors de ces assemblées, et merci Madame d'être intervenue, merci aussi au GARF, parce que quand ça vient aussi de l'extérieur, c'est parfois les attentes sont formalisées par les personnes et les représentants des organisations, des territoires, des entreprises qui sont en attente de ce que l'on peut fournir, et ça nourrit aussi la formation initiale. Donc je pense que c'est important de participer à ces rendez-vous, de faire participer aussi, je pense, dans bon nombre d'IUT et de formations, il y a des conseils de perfectionnement. Il y a les entreprises sont souvent présentes, mais ce sont les opérationnels, ce ne sont pas rarement les responsables de formation. Et du coup, m'est venue l'idée de faire participer des responsables de formation d'entreprise pour avoir une vue éclairée, des OPCO, le GARF, pour avoir une vue un peu plus éclairée. Et dans le changement, la première phase, c'est peut-être l'acceptation. Après, il y a des perturbations. Et du coup, d'alimenter pour convaincre et pour que tout le monde rame au moins dans le même sens. Parce que si on a des freins, et si on se met nous-mêmes des freins dans la mise en place de blocs de compétences, c'est plus de 2 ans qu'il faudra pour y parvenir. Mais je pense que toutes ces réactions, elles sont normales, c'est des étapes, mais en termes d'accompagnement, à nous de mettre en place un système qui permette d'acculturer les uns et les autres sur les enjeux des blocs de compétences aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui et même encore pour un moment, je pense. Demain. Même s'il y aura encore des évolutions. Merci. Alors, je ne sais pas où est passé le micro. Est-ce que vous l'avez conservé ? Et, il est là. Alors, vous allez juste un petit peu devant vous, jeune homme. Levez la main, monsieur. Voilà. Bonjour. Bonjour, Francis Vaucanson, UT de Saint-Étienne. Je voudrais juste faire un retour d'expérience un petit peu entre les CQP et puis nos formations de type DUT ou licence pro et les blocs de compétences. C'est vrai qu'on parle beaucoup de blocs de compétences. Nous, on travaille beaucoup avec l'UMM, puisqu'on a des CQPM pour lesquels on est centre de compétences. Donc l'UMM, en ce moment, fait un énorme effort pour essayer de décliner ces CQP en blocs de compétences. Mais moi, je voudrais parler quand même des utilisateurs finaux, à la fois les entreprises et les salariés. Et actuellement, pour un certain nombre de formations qui sont en contrat de pro, on a à la fois pour beaucoup, c'est ce que je dis, c'est valable pour beaucoup de mes collègues IUT, on a à la fois la licence pro qui est associée finalement à un CQP. Les gamins, entre guillemets, pour leur faire rédiger le dossier technique pour aller vers le CQP, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Ils ne voient pas l'utilité, ils voient une seule chose. Ils préparent la licence professionnelle. Et le CQPM, entre autres, le CQP, alors je ne parlerai pas pour l'agroalimentaire, mais pour pour les CQP de la métallurgie, ils sont assez mal vendus. On en avait parlé, je crois que l'an dernier, il y avait une intervention du responsable des CQPM, M. Sainte-Marie. Ils sont quand même assez mal vendus par l'UMM. Et moi, je m'interroge, pour les utilisateurs finaux, lorsque, dans 1-2 ans, tout sera décliné en blocs de compétences, comment on va s'y retrouver ? Quelle sera l'architecture, finalement, entre les CQP d'un côté ? D'ailleurs, est-ce que ça va subsister ? Les blocs de compétences qui pourront correspondre, finalement, qui construits vont aller vers un diplôme,
Et tout à l'heure, on parlait aussi de l'échelle européenne. Ce n'est pas les CQP qui vont aller vers l'échelle européenne. C'est quand même plus les diplômes qui, par des passerelles, vont permettre d'aller d'un pays vers un autre. Et donc je pense que sur ce travail sur les blocs de compétences, il est indispensable d'avoir une certaine clarté pour pouvoir construire quelque chose qui soit compréhensible par tous les acteurs. Vous avez Daron. Oui, je partage ce que tu dis, Francis. Et c'est là où je crois qu'il faut que on n'utilise pas les blocs de compétences, je dirais, qu'en phase terminale. Il faut qu'on amène cette démarche compétence au plus tôt de la professionnalisation des enseignements. Peut-être que l'enseignement supérieur, c'est peut-être déjà un peu tard parce que tellement nos jeunes publics qui nous arrivent ont cette réflexion disciplinaire, c'est eux aussi qu'il faut arriver à faire sortir du disciplinaire. Et je pense que par rapport à ce que tu évoques, je suis persuadé que nos jeunes sont beaucoup trop en immersion dans le disciplinaire et ils en oublient ce qu'on attend d'eux. On a eu combien d'étudiants qui, à l'approche de leur stage, se disent « mais je ne sais rien faire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir me demander un stage ?» Et ça veut dire que ce travail de réflexion, d'approche par compétence, je pense qu'on ne leur a pas fait suffisamment toucher du doigt. Je crois que, on va dire, je ne vais pas renvoyer sur c'est la faute aux autres, mais je crois que c'est la faute à tout un contexte où on a beaucoup trop axé nos travaux sur du disciplinaire et sûrement trop peu sur la réalité de l'après. Merci. Un autre témoignage. Voilà. Un ancien président de l'ADUT. Ouais. J'en ai vu un qui était très actif sur les réseaux sociaux, c'était le précédent. Ouais. Il court, et il fait mine d'être occupé. Oui, bonjour. Merci. Bernard Lickel, donc directeur de l'IUT Robert Schuman. Je pense qu'effectivement, il y a deux problématiques qu'on peut peut-être séparer un petit peu. C'est la manière dont nous, IUT, on va s'emparer de cette problématique, c'est-à-dire comment on va accompagner nos collègues, parce qu'il y a un gros travail à faire, qu'on a à faire aussi au niveau de l'université. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'approche entreprise. Et une difficulté à laquelle on se heurte souvent, lorsqu'on révise les programmes pédagogiques, lorsqu'on fait des évaluations d'IUT, c'est de savoir ce qu'attendent réellement les professionnels. C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise actuellement sait exprimer son besoin en termes de compétences? Je veux bien, après c'est notre problème de répondre à vos demandes, mais est-ce que les entreprises savent exprimer leurs besoins? C'est un problème auquel on se heurte quand même régulièrement. Elles savent souvent l'exprimer à très court terme. Or, cette notion de formation, l'espace-temps n'est pas tout à fait le même. Il nous faut au moins, on va dire, à minima 2 ans pour entrer dans une logique, même si on doit être plus agile, modulable, etc. Je l'entends bien. Mais est-ce que globalement, une entreprise sait exprimer ses besoins en compétences à court ou moyen terme? Première question. Et deuxièmement, et je rebondis un peu sur la remarque qui vient d'être faite, de quelle manière vont être reconnues les formations? Parce qu'actuellement, on est sur des conventions collectives qui généralement reconnaissent des niveaux de formation, des diplômes. Est-ce que ces conventions collectives vont aussi évoluer très rapidement pour reconnaître la formation complémentaire qui aura pu être acquise à travers la formation tout au long de la vie ou à travers une accumulation de blocs de compétences? Je pense que c'est pour vous, Sylvain Humeau. Oui, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu me retourner, mais non, c'est moi. Alors, je vais commencer par répondre à la première question, parce que j'étais en train d'écrire quand il y a eu la deuxième, donc je ferai un petit refresh sur la deuxième. Oui, mais je pense, oui, qu'effectivement, les entreprises ne savent pas toujours exprimer leurs besoins de compétences. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais quand même développer un petit peu plus.
Je vais prendre encore un exemple précis, voilà, que je connais bien également, mais effectivement, c'est vrai que je vais parler peut-être des grandes entreprises parce que c'est ce que je connais le mieux, et puis au GARF, c'est ce qu'on a le plus. On a très très peu de petites entreprises, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est le constat. Et donc, on parlait d'une grande entreprise qui a différents métiers et qui, toujours dans les métiers techniques, a des gros problèmes de recrutement, je ne vais pas y revenir. Chaque métier, assez proches les uns des autres, se dit, chez moi, c'est différent. C'est toujours différent chez moi, voilà. Et le travail qui a été fait, qui est en cours, qui est en train d'être fini d'ailleurs, qui n'a pas été simple, ça a été de mettre des opérationnels, des experts de différentes entités qui sont sur des métiers un peu annexes, proches les uns des autres, et de leur dire, voilà, on n'est pas du tout parti sur une approche de certification, mais vous allez voir où on va arriver. Et donc se dire, quel est votre métier, quels sont vos besoins en compétences. Et en fait, le travail que l'on a fait, on a reposé, on est parti des référentiels de compétences qu'ils avaient, plus ou moins bien faits, certains d'ailleurs moins que plus, et donc on a travaillé là-dessus, et au final, on a construit des blocs de compétences, c'est-à-dire qu'on est parti sur des grands domaines d'activité, et après on les a déclinés en compétences associées. Donc voilà. Et puis après, on les a gradués en niveau. Est-ce que c'est de l'application, est-ce que c'est de la maîtrise, de l'expertise, enfin bon, bref, tout le travail que l'on peut faire. Mais ce qui a été très intéressant au-delà du travail, c'est qu'ils y ont trouvé un sens, et on a réussi, dans le cadre de ce travail-là, qui a duré 2 mois, globalement, à trouver un socle commun sur les différents métiers, alors qu'auparavant, ce n'était pas possible du tout. Et donc là, effectivement, alors est-ce qu'il faut, et pour répondre à votre question, non, tout seul, ils ne savent pas le faire. Par contre, en étant accompagnés, et effectivement, en étant accompagnés avec j'allais dire des hommes de l'art que nous sommes tous autour de la pièce, là, dans le monde de la pédagogie, si on les accompagne sur ces aspects-là, on y arrive très bien. Et ils y voient, et ils se les approprient en plus, cette méthodologie, parce qu'ils y voient vraiment leur intérêt, pas que dans la formation. Le premier intérêt qu'ils y voient aujourd'hui, c'est le recrutement. Donc, et c'est pas neutre. Donc voilà. Mais effectivement, ils ont besoin d'accompagnement. Il y a un gros travail à faire pour effectivement décrire quels sont les besoins de compétences que l'on a de façon très concrète et précise. Et avec nos terminologies que nous utilisons tous les jours, mais qu'eux, effectivement, ils n'utilisent pas vraiment. J'ai répondu à la première question. La deuxième question, c'est comment vont être reconnues les formations. Les formations, les CQP, les blocs. Les blocs, oui. Ah oui, oui. Alors effectivement, on est en train d'expérimenter. Alors c'est quelque chose, vous allez peut-être me dire, mais Sylvain, c'est pas une expérimentation, on fait tous ça. Mais on est en train d'expérimenter avec une université qui est de côté de l'Île-de-France. Le travail effectivement de se dire, bon, on travaille sur des blocs de compétences, et puis de se dire, bien, on va avoir des évaluations. On l'a appelé l'évaluation mixte, parce qu'on va avoir des blocs de compétences qui seront évalués en VAE. Voilà, c'est-à-dire sur ce bloc-là, je fais un dossier expliquant que, effectivement, de par mon expérience, voilà, bon, vous connaissez les dossiers de VAE, je ne vais pas vous l'expliquer. Donc voilà. D'autres effectivement, blocs où un autopositionnement ou une évaluation va permettre de mesurer le delta et de dire, il y a 2-3 modules complémentaires, et puis il y a un examen qui va être sur ce bloc-là, qui va être délivré par l'université, puisque là on est sur un diplôme. Et puis on peut réfléchir encore à d'autres voies. On a réfléchi également aussi, alors ça c'est pas sur l'évaluation, quoique, sur la FEST aussi. Je fais un teaser pour les prochains jours, mais sur la FEST. C'est-à-dire que aussi, on ne peut pas toujours reproduire dans des conditions d'examen des situations professionnelles, en situation de travail. Et donc de l'évaluer en situation professionnelle, ce qui se fait déjà sur certains diplômes. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si c'est bien, j'ai répondu à votre question, mais c'est le fait de, oui, moyen. Donc, mais bon, voilà. Comme dirait un homme politique célèbre, en tout cas, c'est ma réponse. Donc. On va vous passer le micro pour que tout le monde entende, si vous voulez bien. Voilà. Oui, la question de fond, c'était de savoir si les conventions collectives vont être retravaillées, parce que nous, on peut retravailler nos formations pour ne plus être figé sur le diplôme, qui est trop rigide, visiblement,
Mais est-ce qu'au niveau des conventions collectives, elles vont être retravaillées rapidement pour que quelqu'un puisse faire reconnaître ses compétences qu'il a acquises à travers ces blocs de compétences? Parce que, enfin, j'évoque un peu ce sujet parce qu'il nous tient beaucoup à cœur au niveau des IUT. On demande souvent aux IUT de faire de l'insertion professionnelle à court terme. Bac+2, Bac+3. OK. Pourquoi les jeunes refusent de s'insérer à ce niveau-là? Très souvent parce qu'il y a un plafond de verre dans les entreprises. On dit tu as un DUT ou tu as une licence pro, tu seras agent de maîtrise et non pas cadre, et tu resteras agent de maîtrise à vie. Et très souvent, c'est quand même le cas. Si on change de paradigme, et si on constitue ces compétences à travers des blocs de compétences, je pense que l'évolution au sein des entreprises devra également évoluer. Donc la reconnaissance des compétences devra également évoluer. Alors, je vais essayer de mieux y répondre. Parce que j'ai mieux compris la question. Néanmoins, on pourra la reposer demain, puisqu'on a les représentants de la CPME et du MEDEF. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Alors, en fait, bon, je prends ma casquette qui est un peu ancienne, je m'en excuse, mais j'étais dans la branche, ce qu'on appelle le SNAD, le Syndicat national des activités du déchet. J'ai passé 14 ans dans le monde du déchet, l'environnement, la gestion du déchet. Et donc, c'est là, en fait, c'est là que ça se passe. Alors, à part, effectivement, pour des grosses branches comme la métallurgie, où là, il y a vraiment beaucoup de permanents dans la branche, dans beaucoup de branches, il y a très peu de permanents, il y a une personne sur le social, il y a quelques experts sur d'autres domaines, mais en fait, ce sont les forces vives des entreprises, les grosses entreprises souvent adhérentes à la branche, qui font ce travail-là. Et donc, ce travail-là, moi, je me souviens avoir eu cette casquette-là, entre autres, avec mes homologues de mes confrères dans des entreprises concurrentes dans la même branche, effectivement, de travailler sur cet aspect-là. Quand ça se passe... Alors, je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais quand ça se passe bien avec... Puisque c'est paritaire, donc quand ça se passe bien avec nos amis, effectivement, qui représentent la partie opérationnelle, on arrive à faire des très très belles choses. Effectivement. Par contre, effectivement, quand il y a des problématiques de ce qu'on appelle les négociations salariales et qu'ils n'ont pas leurs demandes qui sont acceptées, il y a du blocage. Ça, c'est certes, et il y a du blocage dans tous les domaines. Moi, je l'ai vécu, c'est assez désagréable quand on veut avancer sur ces sujets-là. Mais on y arrive, et quand, effectivement, on se met d'accord, ça avance vite, et on arrive à faire évoluer les choses, et on arrive à faire évoluer, effectivement, les certifications, on arrive à faire vraiment changer, évaluer les référentiels. Oui, on y arrive. Au niveau des branches, après, ce qu'il faut, c'est savoir où on va et ce que l'on veut au final pour nos métiers et pour l'évolution, voilà, et pour le recrutement de nos collaborateurs dans les branches. Mais on y arrive, et ça va assez vite quand même. On peut être assez réactif dans les branches. Voilà, on gardera la question aussi pour nos invités de demain. Je vous propose de mettre un terme à cette première séquence, de vous proposer une petite pause avant de se retrouver dans 15 minutes. On remercie Laurence Rick, Sylvain Humeau et puis Xavier Daran.